Bonjour à tous. Le football marocain dépasse les individualités et s'inscrit dans une vision durable. C'est par ces mots que Fouzi Rja s'est exprimé jeudi lors du point de presse hebdomadaire à l'issue du Conseil de gouvernement, quelques heures seulement avant l'annonce officielle du départ de Walid Regragui et de l'arrivée de Mohamed Wahbi à la tête des Lions de l'Atlas. En quelques mots, Rja met fin au débat, ou plutôt il le recentre. Car la question n'est peut-être pas celle d'un homme, ni même celle d'un entraîneur, elle est celle d'un projet. Depuis plusieurs années, le football marocain se construit comme une stratégie nationale. Académie, infrastructure, formation, diaspora et ambition mondiale. D'ailleurs, l'exploit historique de la Coupe du Monde 2022 n'était pas un accident, mais l'illustration la plus spectaculaire de cette trajectoire. Mais dans le football, la mémoire est courte et la pression est immédiate. L'échec de la CAN a rouvert les interrogations. Gestion du vestiaire, choix tactique, poids des stars, capacité à transformer le potentiel en titre. Et c'est là où le bas blesse. Le départ de Regragui, artisan d'un moment historique, marque donc à la fois la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle séquence avec Mohamed Wahbi. Et d'ailleurs, avec ce nouvel entraîneur, la fédération fait le choix d'un profil différent. Il est moins médiatique, on dit qu'il est plus technicien. Il est issu d'ailleurs du travail de formation et de la nouvelle génération. Et le calendrier est implacable. La Coupe du Monde, c'est dans bientôt, et l'approche et les attentes populaires n'ont jamais été aussi élevées. Les Lions de l'Atlas ne sont pas seulement une équipe nationale, ils sont devenus un symbole de fierté collective et un instrument de projection internationale. J'accueille donc pour l'émission aujourd'hui, on ne le présente plus, il s'agit du directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, mais pas que, il est également observateur, n'est-ce pas, et contribue par ses écrits à analyser les faits internationaux et nationaux. Il s'agit de Si Aziz Daouda. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir là et merci beaucoup pour la présentation. Il est aussi analyste du monde économique, mais aussi du monde sportif. Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, d'être avec nous. Avec nous aussi depuis Paris, un confrère, il est journaliste sportif, auteur du livre L'histoire du football africain, Saïd Labadi. Bonjour et merci de vous joindre à nous. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Avec nous aussi, merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Il est coach, entraîneur, avec nous depuis Casablanca, Amin Amor. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous et de répondre à nos questions. Si vous le permettez, avant de commencer, une pensée émue pour notre collègue Mohamed Tlemceni, disparu avant-hier. Sa présence, son travail dévoué, son sourire légendaire resteront dans la mémoire de toutes les équipes de Médien TV. À sa famille, à ses proches, nous adressons nos condoléances les plus sincères. Il fut un fils dévoué, un papa aimant et un collègue on ne peut plus engagé. Allah yarhamak, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous revenons donc aujourd'hui sur un fait marquant. C'était en fin de semaine dernière, ce qui a mis fin à toutes les rumeurs qui se sont enchaînées depuis quelques semaines maintenant, depuis exactement la fin de la CAN. Effectivement, Walid Regragui n'est plus le sélectionneur national. L'annonce a été faite de manière officielle par la Fédération royale marocaine de football. Avant de parler fond, analysons la forme de cette cérémonie qui s'est tenue en fin de semaine dernière. Hicham Ben Saïd Alaoui, fait marquant, on l'a vu, Walid Regragui a lu ses déclarations, on peut le voir sur les images. Commentaire. Oui, moi honnêtement... Ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas, et je pense qu'en termes de communication, Walid Regragui a pu être parfois brillant, incisif au sens très positif du terme, lorsqu'il a été notamment entraîneur d'un club, où il était un petit peu dans la provocation positive, comme il peut y avoir entre un coach et le coach adverse, ou bien un adversaire, et c'est toujours resté très bon enfant.
et très sportif, parce que c'est l'essence du sport. En revanche, lorsque vous êtes sélectionneur d'une nation, je pense que vous représentez bien plus que lorsque vous êtes coach d'un club. Le club peut être très populaire, peut être ultra titré au niveau continental, mais ce n'est pas la même chose qu'une sélection, tout simplement parce que le public n'est pas le même. Là où quand on est entraîneur de club, je vais être suivi par une poignée plus ou moins importante de supporters, d'ultras, de gens passionnés. Lorsque je suis sélectionneur, je suis suivi par exemple par ma propre mère, je suis suivi par la grand-mère d'un ami, suivi par un voisin qui ne s'intéresse pas du tout au sport, mais qui considère l'équipe nationale comme un des héritages majeurs de notre pays. Et donc, le fait de revenir à un bout de papier, forcément, ce n'est pas un aveu d'échec ou un aveu de faiblesse. C'est d'une part, ça permet de mémoriser, de ne rien rater, parce que peut-être qu'il voulait rendre hommage nommément à certaines personnes, et parfois pris dans le feu de l'émotion, le feu de l'action, on a tendance à oublier certains débats, ou à être emporté par une certaine logique et oublier parfois l'essentiel. Et deuxièmement, moi je suis très partisan de discours structurés, de discours très normés. Aux États-Unis, cela ne choque absolument personne lorsque des gens lisent, n'improvisent pas. Dans d'autres cultures, il faut plutôt improviser pour montrer que ça vient du cœur, que c'est spontané. Moi, honnêtement, sur la forme, le fait qu'ils lisent ne me choque absolument pas. Je trouve ça bien. Je dirais même certaines déclarations dispensables, en tout cas sujettes à caution, qu'a pu avoir M. Walid Regragui, auraient pu être évitées peut-être si on avait justement usité ce bout de papier comme moyen de communication pour toujours rester dans un certain cadre et ne pas forcément aller sur des polémiques qu'on a pu avoir avant la première CAN de Walid, avant la deuxième CAN. On aurait pu les éviter peut-être si on avait une approche de ce type, un peu plus normée, un peu plus structurée. Mais toujours est-il que moi, le fait qu'il lise un bout de papier ne me choque absolument pas, ne me dérange pas outre mesure. Saïd Labadi, un commentaire en tant que professionnel des médias sur la forme donc, de cette passation d'armes entre Walid Regragui et son successeur Mohamed Wahbi. Oui, effectivement, quand on est sélectionneur d'un pays, on n'est pas entraîneur d'un club. Il y a du politiquement correct. Je rejoins ce qu'a dit Hicham juste avant, c'est que justement il faut faire attention. Il y a quand on s'exprime, on ne s'exprime pas de la même manière que lorsqu'on est entraîneur d'un club. Donc justement, il y a des termes à certainement utiliser, d'autres à ne pas utiliser. Il faut éviter de s'enflammer et de partir un peu partout et peut-être de regretter ensuite des termes qu'on n'aurait pas voulu dire et de créer une polémique. C'est d'ailleurs ce qui a un peu alimenté, on va dire, ces dernières années le mandat de Walid Regragui, puisque peut-être qu'à la différence de certains autres sélectionneurs tout au long dans le monde entier, peut-être on ne répond pas forcément à toutes les interrogations des journalistes. Alors, je suis journaliste, ça peut nous peiner et tous les journalistes diront la même chose en disant qu'on a envie d'avoir toutes les réponses, mais parfois, avoir toutes les réponses n'est pas la bonne chose. Et peut-être que Walid, de temps en temps, il s'est laissé à être trop ouvert justement à vouloir répondre à toutes les questions et laisser trop de questions venir. C'est pour ça qu'en conférence de presse, on avait tendance à avoir quelques polémiques ces derniers mois, ces dernières années, notamment depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, vendredi soir, ce bout de papier, c'était une bonne chose. Il a pu remercier tout le monde. Et d'ailleurs, au final, il aurait pu ne pas le faire. Je laisse le choix à chacun de choisir comment Walid part, en étant démis ou en partant. Mais justement, il a eu la chance et la possibilité de le faire. C'est pas mal, c'est l'occasion de dire au revoir à tout le monde et c'est une bonne chose. Ensuite, moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, je pense qu'on l'évoquera, mais à un moment, quand Mohamed Wahbi est intronisé, il y a le président Fawzi Lekjar qui lui demande de monter sur scène et j'ai bien aimé la réaction. Alors, au début, un petit peu de polémique sur les réseaux sociaux, mais bon, ce sont les réseaux sociaux, on aime faire des polémiques pour rien, mais j'ai bien aimé la réaction de Walid Regragui qui a dit « Non, c'est son moment à lui, ce n'est pas à monter ». Donc, il y a une passation de pouvoir, mais ce n'est pas à Walid Regragui de faire la passation de pouvoir. Il a dit au revoir et on a intronisé comme il se doit Mohamed Wahbi par la suite. Il a dit au revoir. Techniquement, il a aussi quitté la salle. Alors, il était encore présent au moment où Fawzi Lekjar donne le maillot à Mohamed Wahbi. On le voit en train de s'exprimer. Oui. Justement, on est en train de dire non, c'est son moment, c'est pour ça. Mais pas pendant que Mohamed Wahbi s'exprimait. Peut-être un commentaire sur cette cérémonie à Ménamor. Et vous, en tant qu'entraîneur aussi, vous savez, le poids aussi, n'est-ce pas, de ce genre de moment dans la carrière de celui qui part, mais aussi celui qui arrive. Oui, c'est vrai que ce sont des moments, on va dire, qui sont marquants. Je pense que voilà, Walid, après 3 ans, est arrivé à bout. Il a beaucoup insisté sur le fait de partir.
Et je pense que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un de l'école marocaine, Mohamed Ouabi, qui certes vient de Belgique, mais qui est le doyen aujourd'hui des entraîneurs à l'intérieur de la fédération. Il est là depuis mars 2022. Et je pense que voilà, c'est très très bien d'avoir cette continuité, quelqu'un qui a travaillé déjà avec la génération d'avant, celle-là qui a été titrée, mais aussi qui parlait beaucoup avec Nabil Baradei 17, avec Sam, avec Tariq, avec Youssef Hadji, l'assistant de Tariq. Et c'est bien d'avoir cette continuité. Alors, avant de parler de bâtir, quel héritage aura laissé Walid Regragui à la sélection marocaine, si Aziz Daouda? Un héritage qu'elle n'en pensait même pas il y a 4-5 ans, tout simplement. Je pense que la séquence Walid Regragui a été fondatrice de quelque chose dans le football marocain. Il faut dire aussi qu'il est arrivé au bon moment aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure la stratégie qui avait été mise en place en 2008, puis déclinée en 2010 à l'inauguration de l'Académie Mohamed VI. Oui. C'est un geste royal très fort qui était fondateur donc, de tout ce que nous sommes en train de vivre en football. Et donc Walid est venu à un moment propice. Il est venu un peu par accident, parce qu'il est venu à un moment où personne ne pouvait plus supporter le sélectionneur qu'il y avait auparavant. Cet homme était devenu insupportable, et pour les joueurs, et pour le public, et pour tout le monde. Et donc il devait partir. Et Walid a été le choix le plus propice, et c'était un choix même que la rue voulait déjà, parce qu'au vu de ses résultats, c'est quelqu'un qui, quand il a commencé en tant qu'adjoint à Rachid Taoussi. C'est peut-être le moment de remercier Rachid Taoussi qui lui a fait confiance pour la première fois. Puis ensuite, il faut remercier le FUS qui lui a donné la possibilité d'entraîner en Botola. Tout le monde trouvait ça anormal, que quelqu'un qui n'avait aucun palmarès, qui n'était qu'un ancien joueur, très vite allait devenir entraîneur d'une équipe quand même assez prestigieuse de la capitale. Et donc ça a été un moment important dans sa carrière. Et puis, crescendo, il arrive au WAC, et au WAC, il remporte une Champions League. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un club marocain sacré à ce niveau-là. Et donc, c'était le choix le plus intelligent que la fédération pouvait faire à ce moment-là. Et Walid n'a pas déçu. Il a amené cette équipe qui, quelques mois, était qualifiée par son sélectionneur comme étant une équipe qui n'avait pas le niveau du mondial. Il en a fait une équipe du mondial. Et pas n'importe quelle équipe, une équipe qui a séduit par son jeu, parce que tous les matchs qu'il a remportés, ce n'étaient pas des accidents. On sentait qu'il y avait une maturité tactique, on savait qu'il y avait des joueurs qui s'engageaient, on savait qu'il y avait un groupe. On se rendait compte que quelque chose était en train de se passer dans cette équipe nationale, et ça a été un moment fondateur. Au-delà de ça, il a décomplexé l'entraîneur marocain, il a décomplexé aussi les instances dans leur choix. Aujourd'hui, on n'a plus peur de choisir un entraîneur national marocain. La preuve, Ouabi. Et tous les entraîneurs qui ont pris des responsabilités pendant cette période ont excellé. Aucun n'a failli. De tous les Marocains qui ont pris la tête de toutes les équipes à tous les niveaux. Nous sommes bons en U20, nous sommes champions du monde. Nous sommes bons en U17, nous avons été en quart de finale, nous avons gagné le Chan. Sur 9 finales qu'on a jouées l'année dernière, on en a gagné 7. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quand même un moment extraordinaire. Et Walid y a été pour quelque chose. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on va oublier rapidement. Il y a eu ce qu'il y a eu lors de cette cérémonie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, le fait qu'il lise un papier, c'est qu'il a voulu marquer ce moment avec beaucoup de sérieux. Parce que dans les conférences de presse, parce qu'il faut savoir qu'il est passé, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le juste milieu. Il est passé du grand amour de tous au désamour de tous. Pourquoi? Mais vraiment, ça a basculé. Est-ce que c'est propre au public marocain? Est-ce que cette mémoire courte est propre aux Marocains? Qu'on oublie vite les exploits et qu'on focalise sur les échecs? Pour avoir vécu ça moi-même, oui, en fait, c'est pour ça que je vous adresse à vous la question. En fait, c'est que le public est de plus en plus exigeant avec vous. C'est ça l'histoire. Et qui n'accepte plus aucune virgule, même pas un point, même pas une virgule. C'est-à-dire que quand vous faites une petite erreur ou pas, quand le public estime que vous n'avez pas été à la hauteur pour une petite séquence de rien du tout, qui ne vaut rien dans votre parcours extraordinaire, c'est le désamour total. Et on bascule pratiquement à 180 degrés. Voilà, c'est le propre du sport en général. C'est comme ça partout. Ça n'est pas qu'au Maroc.
C'est comme ça, parce qu'on est dans le domaine de l'émotion, on est dans le domaine où le côté affectif est extrêmement important. Oui, absolument. Le côté affectif et aussi la gestion de cette pression populaire post-Cannes, c'est Aziz Daouda. Quelle évaluation en faites-vous, justement? C'est pour ça qu'on paie cher les entraîneurs et tout ça à ce niveau-là, parce qu'ils encaissent quelque chose que personne parmi eux n'encaisse. Oui. Vous savez, il n'y a pas un niveau de responsabilité à travers le monde, peut-être les chefs d'État, qui endossent autant de responsabilités sur le plan émotionnel. C'est ça qui fait justement la difficulté de ce métier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la CAN, beaucoup de gens doutaient déjà de la capacité de Walid Regragui à remporter cette CAN. Il a été obligé de venir lui-même avec le capitaine d'équipe pour dire « c'est moi qui vais vous ramener cette CAN ». Oui. Et il a été très maladroit parce qu'on pouvait comprendre que c'était le bon Dieu qui allait décréter quelque chose. Et donc, c'était un peu maladroit de sa part. C'est peut-être pour ça qu'il a pris un papier pour ne pas faire de... D'ailleurs, parce que c'est quelqu'un de très impulsif. Donc, des fois, à des questions qui l'irritent un peu, il répond de manière un peu impulsive. Et donc, déjà, il y avait un doute. Bon, quand on a commencé la CAN, le doute s'est un peu estompé. Oui. Mais juste après le deuxième, troisième match, le doute s'est réinstallé. C'est réinstallé, malheureusement. Par rapport au choix Parce que le choix, moi, je le comprends. Il a voulu récompenser la génération qui a fait de lui un grand entraîneur. Et c'est humain. C'est humain. Il a ramené toute l'équipe de 2022, quasiment, pour justement les remercier et leur donner la possibilité d'avoir un titre. Parce que cette équipe n'a pas de titre. Cette équipe est demi-finaliste et c'est tout. Elle n'a pas de titre à son palmarès. Donc ça, c'est votre explication. Je pense que c'est la plus Je vais faire le tour de table pour voir si mes chers intervenants partagent le même avis. Hicham Saïd Alaoui. En fait, rapidement sur le sujet précédent, je pense que déjà, il ne faut pas oublier que nous sommes arabes, méditerranéens, africains, et que le sport, de manière générale, le football en particulier, c'est de l'émotion à 80%. On dit souvent que le sport se passe dans la tête beaucoup plus que dans le physique ou dans la tactique. Rappelez-vous, on n'a pas vécu, je ne l'ai pas vécu personnellement, peut-être que si Aziz l'a vécu, les héros de 76, ceux qui nous ramènent notre unique Coupe d'Afrique, quand ils en prennent 5 à domicile contre l'Algérie, on est passé d'un statut de héros, de ce que m'en disent mes aînés, à un statut de anti-héros. Sans aller loin, à 2 ans d'intervalle, ça je l'ai vécu, 86, tout le Maroc est sorti pour fêter la génération de Krimou, Haddaoui, Boudrba Lazzaki. En 88, quand il se passe ce qui se passe avec beaucoup de polémiques contre le Cameroun, on passe d'un statut de héros à beaucoup de gens qui étaient montés au pilori, qui étaient montés en épingle, qui étaient des référents nationaux, qui ont été cloués au pilori quelques semaines, quelques mois, 2 années plus tard. La génération de 94-98 qui fait 2 Coupes du Monde de suite, en 2002, quand elle ne va pas au Mondial, c'est la curée dans la foulée. Donc, de manière générale, lorsque vous avez certains niveaux d'attente dans le foot et que vous n'êtes pas comblé par la suite, forcément, il y aura des sujets de discussion. Je rejoins en partie l'analyse du professeur. De débat, pas de discussion. De débat, bien sûr. De débat, et ça va loin. Hein, oui, ça va. Effectivement, il n'y a pas forcément de limite, ouais. Parce que c'est consubstantiel. Beaucoup de psychologues ou de psychiatres vous diraient comme le ballon est rond, il ressemble peut-être à la marche du temps, il ressemble peut-être à la marche d'une planète, et on le voit de manière beaucoup plus intrinsèque qu'on le verrait avec détachement à d'autres sports comme le basket ou comme le curling ou autre. C'est-à-dire, là, on a un attachement au football qu'il faudrait peut-être psychanalyser, psychiatriser, parce qu'il y a des gens qui perdent complètement leurs moyens dès qu'il s'agit de leur club de foot et parfois de leur 3e, 4e club de foot en Italie ou en Angleterre. Pour certains, deviennent fous, quasiment pathologiquement. Donc, pour en revenir à peut-être une analyse froide de ce qui s'est passé, effectivement, il y a le sujet qu'évoquait le professeur Daouda. Les défauts des qualités, les qualités des défauts. Encore à aujourd'hui, au dos du maillot de mon club de cœur, qui est le Wydad de Casablanca, il y a écrit la Haïla. La Haïla, on le doit en partie à Walid Regragui, coach du WAC, qui avait gagné le championnat et la Champions League, parce qu'il avait su mettre en place un noyau, à un moment où le club n'était pas forcément autorisé à recruter qui il voulait. Il a su fédérer, il a su monter certains joueurs qui étaient 5e défenseurs, comme Farhan, qui se retrouve à mettre un retourné contre Zamalek. C'est-à-dire, lui, en termes de gestion des hommes, pour moi, je le dis sans flagornerie, c'est peut-être le meilleur au monde en termes de gestion des hommes. Prendre un joueur et le rendre d'un état A à un état C par de l'automotivation, de la suggestion, il n'a pas forcément son pareil. En revanche, sur la durée, sur la continuité, là se pose un débat qu'on verra tout au long de la carrière de Walid, qui gagne le premier championnat, d'ailleurs le seul du FUS. Qu'a-t-il gagné par la suite? Est-ce qu'il a gagné une Champions League avec le FUS? Non.
Quand il gagne avec le Wydad, dans la foulée, il part parce qu'il est appelé à de plus hautes fonctions qui sont la sélection nationale. Mais déjà, Walid a dû gérer la continuité, gagner après avoir fait quelque chose de bien. Ça, il n'a pas forcément beaucoup vécu dans sa carrière. Donc déjà, c'est un apprentissage pour lui. Il y a aussi les défauts des qualités. Un Mlah qui peut-être n'avait pas sa place lors de la CAN précédente en Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs coûte le but contre l'Afrique du Sud, parce qu'il n'était pas 100% fit. Mzraoui n'était pas 100% fit. Romain Saïs n'était pas 100% fit. Mais il y a un peu d'affect, il y a un peu un recul peut-être stratégique de dire je pourrais compter sur eux au moment difficile parce que je sais ce qu'ils valent quand ils sont face à l'adversité. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit un peu abstraite, c'est aussi le fait d'avoir des fondamentaux, d'avoir des convictions qui permettent à Walid de se retourner et de trouver certains hommes clés en qui il aura confiance. Ce n'est pas forcément négatif, c'est une manière de fonctionner. Et troisième sujet, je pense qu'au-delà de ça, je pense que Walid Regragui a fait quelques erreurs de communication, de certaines conférences de presse, des expressions pas forcément très heureuses. Et je pense que c'est plutôt ce genre de déclarations qui ont scellé un certain désamour, plus qu'un résultat, parce qu'après tout, si Naïf Agred met sa tête, ou si Ayoub Gabi n'ouvre pas trop son pied, ou si Brahim Diaz met sa panenka, ou met son penalty, on n'en serait peut-être pas là. D'ailleurs, juste rapidement sur ça, en termes de palmarès, il faudrait rendre hommage à Walid Regragui. Le FUS a un seul championnat, et Dieu sait que c'est un immense club marocain, c'est Walid Regragui qui le ramène. Champions League marocaine, c'est le deuxième après Mouta. Cadre marocain a ramené une Champions League. Il a ramené un doublé pour le Wydad. Il a fait 4 finales la même année. Quand il est parti à Dhil, au Qatar, il a gagné son championnat. Le Maroc a récemment, sur les 22 dernières années, 2 finales de Coupe d'Afrique. Une fois Walid était titulaire à Tunis, l'autre fois il était sélectionneur. Et donc il me rappelle quelque peu Didier Deschamps, c'est-à-dire tout ce qu'a connu la France de grand ces 30 dernières années, que ce soit à l'OM, que ce soit à Nantes, en équipe de France, joueur, équipe de France. Et peut-être la perception est un peu moins bonne. C'est là que peut-être si Walid devrait un peu plus soigner sa communication, mais sur le terrain, le parcours de Walid Regragui est proverbial, est exceptionnel. Et moi, j'aurais adoré... Mais manque de trophée. Il manque, certes, mais après tout, un trophée, ça joue sur un poteau, sur une barre à 10 cm près. Mais je pense qu'à ça... Sur un choix aussi, peut-être. Sur un choix, certains joueurs, peut-être qu'il fallait prendre une autre génération, les U20. Il y avait un Baouf, il y avait un Maama, il y avait un Zabiri. Justement, est-ce que l'arrivée de Mohamed Wahbi révèle aussi peut-être une restructuration de l'équipe nationale? D'abord, que révèle cette nomination de Mohamed Wahbi? Qui est-il? Parlez-nous aussi de son style, Saïd Labadi. Alors, ce qui est bien avec Mohamed Wahbi, le fait de l'avoir mis déjà, c'est que, je l'entendais l'évoquer tout à l'heure, c'est qu'il y a une continuité et désormais, c'est que l'entraîneur marocain en tant que tel est devenu une référence. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Walid, tout son mandat, on a pu voir il y a évidemment plein d'entraîneurs qu'on a vus sur les bancs de touche de Botola ou autres, mais on a vu les Tariq Sekhtioui, on a vu Mohamed Wahbi, et on a vu plein d'entraîneurs émerger. Et le fait maintenant de ne pas se poser la question, de se dire, mais oui, on prend un entraîneur marocain et un sélectionneur marocain, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on avait des rumeurs comme quoi on aurait pu prendre un entraîneur étranger et ça aurait été une erreur. Et ça aurait été vraiment une grosse erreur de reprendre un entraîneur étranger. Ça aurait coupé l'élan et ça n'aurait été pas une bonne chose. On n'envoyait pas un bon signal, justement. D'ailleurs, il y avait beaucoup de noms qui circulaient, oui. Même celui d'un certain Hervé Renard. Exact. Et d'ailleurs, on ne rappelle jamais son ex. Ça ne fonctionne jamais bien avec son ex. Donc, c'était une bonne chose de ne pas le reprendre. Donc, ça, c'est pour la petite référence. Mais, ouais, c'est la petite blague. Mais voilà, mais du coup, de prendre Mohamed Wahbi, c'est une très bonne chose. Il a prouvé tout au long de sa carrière. Alors oui, évidemment, pas en mode professionnel. Il a prouvé avec les jeunes, au niveau de la formation, que ce soit en Belgique, que ce soit ensuite avec les sélections, et puis récemment, justement, avec cette Coupe du Monde U20 et ce jeu magnifique. Il a montré que c'était un technicien hors pair. Et justement, c'est peut-être là qu'on va enfin voir peut-être la différence avec Walid Regragui, qui était, donc on l'a très bien dit, je ne vais pas répéter, mais un véritable meneur d'hommes. Là, on va peut-être plus parler tactique, technique, lors des conférences de presse avec lui. C'est un entraîneur qui parle moins. D'ailleurs, il y a une phrase qui a été dite par le président au moment de la nomination, de l'officialisation. C'est un entraîneur qui parle peu, mais qui travaille beaucoup. Peut-être un pic en même temps à Walid Regragui, mais voilà, c'est la preuve qu'avec Mohamed Wahbi, on aura plus de technique, on aura de la nouveauté, on aura des jeunes joueurs qui vont venir justement intégrer cette sélection A, parce qu'on les attend, c'est U20, on veut les voir. On peut même voir d'autres joueurs, évidemment, mais on veut voir cette équipe prendre les commandes.
Parce que peut-être que malheureusement, Walid, par le passé, a décidé de trop rester avec ses cadres. Oui, il faisait preuve peut-être de pragmatisme. J'entendais parler de Didier Deschamps et c'est vrai que oui, on le comparait à Didier Deschamps. Didier Deschamps, ce n'est pas les sélectionneurs qui fait rêver techniquement son monde, mais ça fonctionne et ça gagne des titres. Bon, Walid, malheureusement, n'a pas pu, mais il a été en finale de Cannes et il a été en demi-finale de Coupe du Monde. Avec Mohamed Wahabi, l'idée, c'est d'aller, de créer un style de jeu, de l'assumer, de montrer que le Maroc joue de cette manière, qu'on parle véritablement du style de jeu et non plus de meneur d'hommes, et surtout d'aller chercher des titres. Alors, après, on verra évidemment si après la Coupe du Monde, il sera encore en poste ou si c'est une mission intérimaire de courte durée. Même question pour vous, Amine Amour. Comment lire le choix de Mohamed Wahabi? Moi, je pense que Mohamed Wahabi, il a prouvé sa compétence dès qu'il est arrivé parce que c'est vrai beaucoup se rappellent qu'il ne s'est pas qualifié, mais il a quand même ramené un titre tout de suite avec la médaille de bronze aux Jeux méditerranéens. Ensuite, c'est vrai que ça se joue sur des détails parce que voilà, l'équipe qualifiée, elle n'a pas battu le Maroc, la Tunisie. Et ensuite, il bâtit quelque chose sur 2 ans. Il bâtit un style de jeu et il part avec une nouvelle génération. Il fait beaucoup d'essais. Beaucoup de joueurs, plus de 80 joueurs ont été essayés au tournoi UNAF, au match amicaux. Il n'avait pas peur de jouer contre les grandes équipes. Il voulait vraiment décomplexer son groupe parce que Mohamed Wahabi, il faut savoir qu'il vient d'Anderlecht. Et à Anderlecht, il a joué 2 fois la demi-finale de la Youth Champions League, la Champions League des jeunes. Il a aussi été assistant en équipe première, mais aussi il a fait l'intérim en équipe première. Et donc, il a essayé de bâtir quelque chose. Il n'avait pas peur de jouer contre l'équipe de France, contre l'équipe d'Espagne, contre les États-Unis. Il a vraiment essayé à chercher, et il cherchait toujours à former des jeunes, c'est-à-dire d'avoir une équipe avec une moyenne d'âge assez petite pour qu'elle gagne en expérience et pour arriver le jour J à la CAN, par exemple, quand on fait finale, et puis à la Coupe du Monde. Et puis, il donne beaucoup de leadership à son groupe. C'est ce qu'on appelle la méthode dans le management, la découverte téléguidée, le guided discovery, qui est une méthode qui donne le leadership à son groupe. C'est-à-dire quand il dit que les joueurs, ils ont décidé de presser haut contre l'équipe de France, c'est pas une décision des joueurs, c'est quelque chose qui a été déjà travaillé, mais qui a été assumé par son groupe. Ils ont décidé, ça y est, on a déjà vu ça, on a déjà pressé comme ça, parce qu'il leur a dit qu'on presse bas, qu'on presse moyen, c'est-à-dire un bloc médian ou qu'on presse haut. Le plus important pour moi, c'est d'être compact. Et sur ces années, il faut voir comment on a été très très bon dans les 2 surfaces de réparation, comment on a été clair dans nos principes de jeu, comment on a géré les man marking. Il sait aussi répartir les tâches par rapport à son staff. Et il croit qu'un staff beaucoup plus grand est quelque chose de bien et qui peut l'aider à répartir. Parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau, ce sont les détails. Et les joueurs, ils étaient très, très demandeurs par la suite de la vidéo parce que Wahabi, il leur faisait la vidéo pendant 10 minutes et après, il leur disait « Les analystes sont à votre service ». Et les analystes, ils travaillaient vraiment jour et nuit. Et les joueurs venaient d'eux-mêmes demander « Ah, je dois faire quoi? Je dois faire ci, je dois faire ça ». Alors, on avait par exemple Aït Benidir qui était sur le volet tactique et les coups de pied arrêtés défensifs. On avait un gars que pour les coups de pied arrêtés offensifs. Et on se rappelle tous contre les États-Unis, l'équipe la plus forte et peut-être du tournoi, et la plus forte aussi sur les coups de pied arrêtés. On a géré 6 coups de pied d'arrêté d'affilée défensifs qu'on a défendu avec brio à la première mi-temps. 6 coups de pied d'affilée. Donc, je pense que par rapport à ces détails, c'est quelqu'un qui soigne les détails. Et je pense qu'une fois, il se fera accepter par le groupe. Moi, je n'ai pas peur de la suite. On a besoin de leaders. Quand tu veux des titres, tu as besoin de leaders. Et ça, je pense que Wahabi, il sait le faire. Alors, quelle articulation entre les anciens joueurs et peut-être de nouveaux joueurs qui risquent d'arriver avec l'arrivée de Wahabi qui, on le sait, était jusque-là le coach de l'équipe des moins de 20 ans, c'est Aziz Daouda. C'est le challenge de ce premier mois qui va passer à la tête de l'équipe nationale, enfin les 30 premiers jours, parce qu'à la fin des 30 premiers jours, il va y avoir 2 matchs amicaux où on va découvrir la nouvelle équipe nationale, parce qu'il y a certainement une nouvelle équipe nationale avec probablement des cadres qui vont rester. Mais
certainement beaucoup de visages nouveaux. Parce qu'à regarder dans les différents championnats européens, il y a des joueurs marocains aujourd'hui dans différents clubs, en Italie, en France, en Hollande, en Grande-Bretagne, qui excellent et qui sont bons. Et qui pourraient faire peut-être partie de l'équipe nationale en fonction des choix du coach. Et ce qui a été dit précédemment, et c'est passé à mort, et c'est à juste titre qu'il l'a précisé, c'est pertinent, c'est que Wahbi est un véritable connaisseur du football. Il ne joue pas le football par émotion. Il le joue en technicien. Et donc pour lui, le football, c'est des formules, c'est des positionnements, c'est des réactions à des actions, etc. Donc c'est quelqu'un de très méthodique. Et on l'a vu, et très courageux. On l'a vu en Coupe du Monde, notamment des U20. C'est quelqu'un qui est capable de changer de schéma tactique quasiment 3, 4, 5 fois, sans se complexer. C'est-à-dire sans avoir... C'est pas quelqu'un qui fait dans le dogme. J'ai choisi de jouer comme ça, on va persévérer, on va jouer comme ça jusqu'à la fin. Est-ce que cette agilité, on la retrouve chez les jeunes comme on peut la retrouver dans une sélection A? Absolument, absolument. Pas la retrouver tout le monde. Parce ça ne change rien en fait. Non, parce que, en fait, ma question, elle va plus loin. Oui. C'est-à-dire que ça ne change rien pour un entraîneur d'avoir, que ce soit des jeunes de moins de 20 ans, qu'une équipe avec des joueurs établis, avec une certaine notoriété, un certain... Écoutez, les joueurs, il y a dans beaucoup d'équipes de ceux qu'on va voir en Coupe du Monde, il va y avoir beaucoup de joueurs de moins de 20 ans. Donc, quasiment dans toutes les équipes, il y a des prodiges comme ça qui sont excellents. Non, ce que je voulais dire, d'ailleurs ça a été précisé, c'est que quand Wahbi est en difficulté, ou quand son effectif est en difficulté, il est capable de prendre des décisions. Mais en même temps, le fait de responsabiliser le joueur et le groupe, pas les joueurs individuellement, mais le groupe sur le terrain, fait que les réactions sont d'une promptitude invraisemblable. On a vu cette équipe de U20, moi, elle m'a étonné, tactiquement, techniquement, comment elle bougeait sur le terrain, elle était étonnante, cette équipe. S'il arrive à faire la même chose avec les A, et ils vont très vite le comprendre, parce qu'ils vont se sentir responsables. Et vous savez, un joueur sur un terrain, il aime bien être responsable. Le diriger tout le temps, lui dire tout le temps ce qu'il doit faire, ça dérange un peu le joueur parce que ça limite un peu sa capacité en fonction de ses atouts. Parce que le joueur, quand il rentre sur le terrain, il a des choses à démontrer pour lui-même déjà, pour se sentir bien, parce qu'il faut qu'il se donne du plaisir. Et Wahbi sait faire ça. On l'a vu en Coupe du Monde, sincèrement. Moi, mais est-ce qu'il saura justement garder cet équilibre entre discipline collective et créativité individuelle en connaissant en responsabilisant les joueurs, oui. En responsabilisant Exactement. les joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire... Ça ne sera plus juste des exécutants de ce qu'aura décidé le coach. Ils feront partie. Et ça, c'est extrêmement important en théorie de l'entraînement sportif. On apprend ces choses-là aux entraîneurs. D'arriver à expliquer des choses de façon à ce que les joueurs adhèrent au système. Qu'ils ne soient pas juste des exécutants d'un système, qu'ils s'approprient le système. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et Wahbi sait le faire. Est-ce que Wahbi saura construire justement cette identité de jeu marocaine dans la durée, durable, stable? Hicham El Saïd Alaoui. Je trouve la question particulièrement pertinente. Pour moi, c'est le nœud gordien de l'histoire. Et c'est pour ce faire qu'il faut l'analyser sur plusieurs niveaux d'analyse. Prenons le sélectionneur de 2012, par exemple, qui était Rachid Taoussi, qui avait succédé à Eric Guéretz, après un match aller contre le Mozambique qu'on n'avait pas forcément bien réussi. Il a fait une bonne remontada au retour. Au passage, son adjoint, à un moment, ça a été Walid El Gregui, pour lui rendre hommage. Peut-être qu'à l'époque, quand ils devaient faire leur choix, ils avaient, pour être politiquement correct, 2 feuillets A4, de joueurs qu'ils pouvaient convoquer. Aujourd'hui, si Wahbi, il a peut-être 12 feuillets A4, parce que si Wahbi, il a l'ossature qui a fait le mondial. Il a l'ossature qui a gagné une Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Il a une ossature de ceux qui, par la suite, ce n'est pas forcément les mêmes, qui ont ramené une médaille lors des Jeux Olympiques. Il a une ossature de ceux qui ont gagné ce qui se fait de mieux des championnats domestiques africains, le Chan. Une ossature de ceux qui ont gagné Coupe arabe, ceux qui jouent dans les championnats arabes. Il a une ossature des moins de 20 ans qui sont champions du monde. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de parler, en excluant même tous ceux qui n'ont participé à aucune des compétitions que j'ai citées et qui sont en forme en ce moment. Il a peut-être sous le coude 150 noms particulièrement éligibles et légitimes pour représenter les couleurs nationales. Là où il y a 10 ans, on avait péniblement une base de 30-35 joueurs et le noyau dur était de 20. Donc déjà, le débat au-delà des anciens versus nouveaux, c'est quel choix, au sens large. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Alhamdoulilah, comme la fédération a particulièrement bien travaillé,
que ce soit sur la prospection, le fait de convaincre des binationaux, sur le fait de participer à des structures, le fait de donner leur chance à des coachs. N'oublions pas que Moussa a gagné son premier Chan au Maroc. N'oublions pas que par la suite, Slami a gagné un deuxième Chan. Les deux sont partis nous représenter brillamment en Jordanie. N'oublions pas que Walid a eu sa chance en tant qu'adjoint de Taoussi. N'oublions pas que Wahbi a eu sa chance, et là au passage, juste pour saluer encore plus le travail fédéral. Figurez-vous que si Wahbi n'a pas qualifié le Maroc à l'UNAF, à la Coupe d'Afrique 2023, on n'a pas su gagner l'UNAF, qui est un tournoi d'Afrique du Nord. La fédération, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a maintenu, elle l'a conforté, il est resté là où pas mal de présidents de clubs de Botola auraient certainement licencié le sélectionneur ou le coach, peut-être ou le lendemain ou le soir même. Il est resté le monsieur, il est resté, il nous a ramené une finale de Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde. Ça, c'est aussi l'excellence du travail fédéral, c'est comme ça qu'on travaille. Alors pour en revenir à la question, déjà, il a une abondance de biens qui parfois peut nuire. On dit abondance de biens ne nuit jamais, parfois elle peut nuire lorsque vous avez une flopée de choix. Deuxième sujet, c'est un très très important de l'histoire, on a eu dans le passé, dans des grandes sélections, des sélectionneurs qui ont fait le grand pas, qui ont franchi le Rubicon, des jeunes aux âges. Prenons pêle-mêle le cas de Raymond Domenech, qui a fait finale de 2006 et qui a fait 2010. Eh bien, figurez-vous que Domenech a géré par exemple un clivage entre anciens et nouveaux. Ça a donné la catastrophe de Naïsna en Afrique du Sud, avec des jeunes qui ne s'entendaient pas avec des historiques. L'épisode du bus où Thierry Henry demande à Samir Nasri de lui laisser sa place parce que c'est sa place, et Samir Nasri qui est plus jeune, même s'il n'a pas fait le mondial. Il est plus jeune, il pense que non, c'est des places qui ne sont pas attribuées parce que Thierry Henry, quand il était jeune, il portait les poteaux à la fin de l'entraînement. Samir Nasri a grandi dans un environnement où on avait un intendant qui s'occupait de ça. Donc déjà, il faut gérer ce débat culturel qui n'est pas neutre. Et Dieu sait que dans le sport, à 3-4 ans, on peut tout de suite être taxé d'anciens ou de nouveaux rebelles, à 3-4 ans près, et on voit ça dans tous les domaines. Il y a aussi un autre sujet qu'il convient de gérer. Est-ce que si Wahbi arrivera à dépasser le costume, parce que c'est humain, du socle de joueurs qu'il voit brillant, mais peut-être serait-il prêt dans 2-3 ans, mais pas tout de suite. Est-ce qu'il saura passer de Wahbi, champion du monde U20, à Wahbi sélectionneur A en quelques semaines? C'est ce que je posais la question. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pareil d'entraîner des U20 que d'entraîner l'équipe ça n'a rien à voir. nationale? Parce que Wahbi, il est là depuis 4 ans, ça a été répété, c'est-à-dire que les jeunes qui sont champions du monde, pour certains, ils les connaissent depuis qu'ils ont 15 ans. Oui. Ils les ont vus venir en bus, ils les ont vus venir avec leurs parents. Si vous coachez un joueur que vous avez connu quand il avait 15 ans et que vous lui faites une remarque, typiquement De La Fuente, sélectionneur espagnol, il a connu les stars d'aujourd'hui, il les a connus quand ils avaient 12 ans. Les Fabian Ruiz, les Lamine Yamal, les Koubarsi, il les a connus quand ils avaient 12-13 ans. Le lien n'est pas tout à fait le même. Aller coacher un ballon d'or, aller coacher quelqu'un qui gagne, je sais pas, 5 millions de dollars dans un des meilleurs clubs au monde, ce n'est pas tout à fait la même chose que coacher quelqu'un qui a aujourd'hui 19 ans et que vous avez connu à 15 ans. Ça, c'est un apprentissage. C'est peut-être le plus gros challenge de Wahbi. Et pour le coup, là, il faut qu'il apprenne très vite à gérer ça. Est-ce qu'il faut qu'il s'entoure bien? Parce que là, on a quand même l'échéance de la Coupe du Monde qui commence dans 3 mois. En fait, je pense que ça part d'un triptyque rapide. D'abord, il ne faut pas occulter l'acteur principal qui est le joueur. Alhamdoulilah, on a la chance d'avoir des joueurs patriotes, ou l'Ednes, bien formés, qui connaissent très très bien les codes marocains parce qu'ils sont marocains. Et donc, de ce point de vue-là, on mettra toujours le drapeau national au-dessus de toute vicissitude ou tout débat d'ego. Et ça, on l'a vu dans l'histoire récente du football. Donc déjà, il y a les joueurs et qui sont partie prenante. Alhamdoulilah, on a Ouled Nas, Marbien, donc il n'y a pas de débat. Deuxièmement, il y a un sélectionneur qui a un adjoint maintenant. On attend le reste de son staff. Et certainement qu'il devra jouer la carte de son adjoint, M. Sacramento, pour l'aider à rationaliser la relation entre les joueurs. Certes, on ne parle pas à un ballon d'or comme on parle à un jeune de 17 ans qu'on a surclassé, mais at the end of the day, comme diraient les anglo-saxons, les deux représentent l'équipe nationale et il y a un cadre et les deux doivent rentrer dans le cadre. Il faudra jongler avec ça. Il va apprendre aussi son métier de sélectionneur A. Et je pense que, connaissant un peu sa personnalité, comment il est calme, comment il est posé, il est légitime, il est champion du monde, U20 le monsieur. Donc, je pense que le fit avec les joueurs, qu'on verra, on aura beaucoup d'indications de la prochaine date FIFA dans quelques semaines, le fit devrait donner une bonne indication de ce que ça devrait donner aux États-Unis et au Mexique. Commentaire justement, Saïd Labadi d'abord, sur cette ossature peut-être de la future équipe nationale et comment le nouveau sélectionneur devra affronter les challenges de différentes natures, hein, comme vient de l'expliquer Hicham. Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire. Oui, on n'entraîne pas de la même manière, évidemment, les jeunes et les A. Mais c'est vrai qu'on a vu par le passé, et même par le présent, justement, des exemples qui sont de bon augure pour, pourquoi pas, pour Mohamed Wahbi. On a parlé de La Fuente en Espagne, mais on peut également prendre surtout
l'exemple de Scaloni en Argentine, qui entraînait les jeunes et qu'on a mis, alors que ça se passait très très mal en sélection avec l'Albiceleste, l'Argentine, succession de Sampaoli, etc. Et on a mis Scaloni. On disait que ça ne fonctionnerait pas et finalement, il a réussi à faire en sorte que ça fonctionne pour que l'Argentine de Lionel Messi, qui est quand même Lionel Messi, et on sait que c'est très compliqué d'entraîner Lionel Messi, et ben ça a fonctionné. Ils sont champions du monde, on a une Copa América, etc. Donc ça peut être une très bonne chose pour Mohamed Wahabi, qui, rappelons-le également, n'est pas un jeune, entre guillemets, puisqu'il a quand même 49 ans. Donc ça aussi, c'est une bonne chose pour lui, parce que quand on a 49 ans, on n'a pas 35 ans, on n'a pas 30 ans, et donc déjà, on peut s'exprimer d'une bonne manière, et ça, et montrer qu'on est quand même important, et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, pour le côté du projet, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur ce changement. Alors, beaucoup se sont dit, c'est dommage, on aurait peut-être dû garder Walid Regragui pour la Coupe du Monde 2022, mais peut-être aussi que le problème... 2026. 2026, pardon, excusez-moi, merci. Mais le problème peut-être, c'est que justement, cette équipe était peut-être devenue, et même l'était à mon regard, trop prévisible, et qu'il fallait justement un changement avant cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'en Coupe du Monde 2022, personne justement ne nous attendait, et on a surpris tout le monde. Mais comme on n'a pas eu vraiment de véritables modifications sous l'ère Regragui, on n'a pas réussi à changer cette fameuse défense, parce que c'était ça aussi l'objectif d'arriver entre la CAN de Côte d'Ivoire et la CAN du Maroc, c'était de changer cette défense centrale surtout et d'imposer quelque chose. On n'a pas été en mesure, puisqu'on a rappelé notamment Romain Saïs qui n'a joué que 6 minutes. Mais du coup, de changer, d'avoir un Mohamed Wahabi qui arrive au pouvoir, entre guillemets, et ben ça va peut-être être une bonne chose, de modifier le jeu et de perturber les adversaires. Et aussi, ensuite, pour revenir à la question initiale sur le projet, et les joueurs qu'il va falloir aussi renouveler, entre guillemets, il va pouvoir commencer à se poser des questions. Donc, il y a cette Coupe du Monde, il va falloir alterner entre les jeunes et les cadres actuels. Évidemment, d'autres partiront comme des anciens, évidemment, mais il va aussi se projeter sur l'avenir et pourquoi pas penser à des postes clés auxquels le peuple ne veut peut-être pas entendre parler, mais mine de rien, il y a dans les buts des joueurs, Yassine Bounou qui va commencer peut-être à penser à sa retraite à un moment. En attaque, il y a des joueurs qu'il va falloir modifier et changer. Donc il va falloir insuffler du sang neuf et penser à tout ça parce que mine de rien, les échéances se suivent assez rapidement désormais entre la Coupe du Monde, la prochaine CAN et cette fameuse Ligue des Nations qu'on va nous imposer petit à petit. Voilà, il va y avoir des choses à modifier. Il va falloir mettre ça en place assez rapidement. Le temps presse, mais en même temps, avec un entraîneur comme Mohamed Wahabi et un staff qui devrait être assez bon, puisqu'on a parlé de Sacramento qui a été intronisé officiellement, mais on parle d'un Youssouf Hadji qui pourrait être normalement faire partie de ce staff technique, et c'est une très bonne chose parce que justement, avec un ancien joueur comme Youssouf Hadji, qui connaît très bien la sélection, qui a pris ses marques avec Tariq Sekhtioui en étant sélectionneur adjoint. Donc c'est bien, ça montre aussi que justement, on veut continuer à donner confiance à des jeunes entraîneurs et pour la suite préparer, pourquoi pas, encore une suite, encore une succession et montrer que le sélectionneur et l'entraîneur marocain maintenant a de l'avenir tout simplement. Je vais à présent vous poser une question qui revient beaucoup, peut-être un peu même naïve, voire pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup en football. Est-ce que la mayonnaise peut prendre en si peu de temps avec un nouveau staff technique entièrement, un nouvel entraîneur et tout le reste du staff et une nouvelle composition de l'équipe, notamment avec l'arrivée des jeunes? Et la question, je la pose à vous tous, messieurs. Je commencerai par Amin Amour. Oui, alors par rapport à son staff, moi je connais Sacramento des Pays de Galles où il a été diplômé, où j'ai été diplômé aussi, on avait le même encadrant. Et je connais aussi Wahabi, et je pense que les deux, ils feront un bon mélange parce que les deux, ils ont pratiquement les mêmes principes de jeu et le même mode de fonctionnement. Après, on a entendu des noms comme Youssef Hadji. Je pense que à l'intérieur de la fédération, c'est Hicham, il a rappelé qu'il y a un travail quand même collégial et les entraîneurs se parlent beaucoup. Donc je pense que ils pourront faire un bon mariage aussi. Mais une grande révolution. Donc je pense qu'il y a une évolution parce que Walid il a mis quelque chose avec ses hauts, ses bas, avec la CAN de la Côte d'Ivoire, avec la finale qui s'est jouée à des détails, la dernière finale.
Donc je ne pense pas qu'il trouvera un champ en ruine. Mais je pense juste qu'il pourrait rajouter il y a 2, 3, voire maximum 4 noms des U20 qui ont un coup à jouer. Peut-être qu'il y aura des nouveaux noms d'une autre génération. Et moi, je pense qu'il y aura quand même, il va consolider un travail, il va le faire évoluer. Et je pense que Wehbi, il a tous les ingrédients pour que ça puisse marcher. Hicham Ben Saïd Alaoui. Je dirais oui et non. Le oui, c'est ce que j'avais évoqué sur l'attitude déjà des joueurs et du staff. Déjà, il y a une fédération qui est là depuis une douzaine d'années. Il y a de la continuité, il y a du vrai patriotisme, il y a du vrai travail, il y a de la vraie stratégie. Et ça a été rappelé par le président Al-Rja. Mais qui ne se concrétise pas en trophée. Je réitère. Encore. Voilà, j'insiste, persiste et signe. En fait, à part pour, effectivement, nous sommes quand même champions du monde des U20. Champions du monde U20, on a gagné un CHAN, on a gagné une Coupe arabe, on a fait une finale de Coupe d'Afrique, on a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Après, quantifier, moi, une demi-finale de Coupe du Monde par rapport à 2 Coupes d'Afrique, le débat philosophique est ouvert. Et pour beaucoup de gens, une compétition qui joue tous les 2 ans et qui a ses aléas. Qu'est-ce qu'on retient dans l'histoire, Hicham Ben Saïd Alaoui? Est-ce que c'est un trophée ou une demi-finale? Objectivement, si je pose la question à certains experts, le Nigeria a combien de Coupes d'Afrique? Il me répondra, j'hésite, mais je vous dirais que le Nigeria a gagné les Jeux Olympiques. Il y a des choses qui restent. Et parmi les choses qui restent, honnêtement, il ne faut surtout pas galvauder, même dans 60 ans, cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde. Vous savez ce que c'est qu'une demi-finale de Coupe du Monde en ayant affronté la Belgique, la Croatie, la France, l'Espagne, le Portugal? Ça va rester. C'est peut-être pas un trophée concret qu'on pourra accrocher dans une vitrine d'un salon, mais ça va rester. Ça a fait sortir des dizaines de millions de Marocains. Et ça nous a valu la sympathie du monde entier. J'ai vu des commentaires en Amérique latine, des commentaires en Inde. C'était un peu la folie. Mais il faut passer d'un exploit historique à une performance durable. Oui. Alors justement, parler de la mayonnaise qu'il doit prendre et sur l'exploit durable. Les joueurs, encore une fois, l'expression qui m'est chère, Ouled Nas, ultra patriotes. Quand vous avez Hakimi qui sacrifie ses vacances pour faire Jeux Olympiques, quand vous avez des joueurs blessés qui disent non, je veux jouer, alors que sa carrière est en jeu. Donc on ne mettra jamais quelque chose qui pourrait mettre à mal l'avenir de l'équipe nationale, a fortiori pas en Coupe du Monde, vu tous les intérêts collectifs et privés. Donc déjà, les joueurs vont beaucoup aider. En revanche, c'est tout le débat, c'est trouver l'amalgame entre les anciens et les nouveaux. Tout l'amalgame aussi à trouver entre certains anciens qui ont été brillants, qui le sont moins aujourd'hui, quand bien même il n'y aurait pas de nouveaux qui se bousculeraient au portillon. Mais faut-il parfois savoir tourner la page un peu cruellement? Vous pensez que l'affect qu'il y avait entre l'ancien sélectionneur et certains joueurs, qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, ça risque de changer la donne aussi sur le choix de certains joueurs? J'en suis persuadé, en rappelant aussi, et ce n'est pas neutre, que le sélectionneur historique des 15 dernières années, si on prend une autorité spontanée, il y a Walid, le capitaine historique, Romain Saïs, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que sur le relais micro, je ne parle pas du relais macro fédéral, relais micro, le capitaine n'est plus là. Bon, vous me direz, il y a Hakimi. Le capitaine historique, le défenseur grand costaud qui va parler à l'arbitre d'une certaine manière. Le capitaine, le leader sur le terrain n'est plus là. Le sélectionneur n'est plus là. Rachid Mahmoud, l'adjoint, qui sait parfois rendre une séance un peu plus agréable, qui est très bon tactiquement, mais qui sait aussi arrondir les angles. Monsieur Bouhazama, qui avait aussi son rôle. Il n'y a plus les repères des joueurs. Donc déjà, il faudra réhabituer les joueurs. Il faut que la mayonnaise prenne très vite. Avec les anciens, ceux qui vont être appelés. Il faut aussi que ceux qu'on va rappeler, que peut-être l'opinion publique a appelé de ses voeux, et qu'on rappelle peut-être 2 ans plus tard, il ne faut pas qu'ils viennent avec une posture vindicative, dire j'ai eu gain de cause, j'ai triomphé. Non, c'est la sélection nationale, c'est le drapeau. Type qui? Il y a certains joueurs que l'opinion publique appelait de ses voeux. Je ne connais pas la liste. Mais il y a beaucoup de gens que je vous laisserai aller voir. Je ne vais pas faire de promotion à certains joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs, beaucoup, qui jouent dans le championnat national, d'autres qui jouent ailleurs. Il y a des jeunes, par exemple l'opinion publique, appelait un certain Mahma. On voulait qu'il fasse on voulait qu'il fasse la dernière CAN. Beaucoup voulaient que Baouf, le défenseur, fasse la CAN. Beaucoup voulaient que Rabi Harimat, le brillantissime capitaine de l'équipe des phares, fasse au moins une des CAN. Et si d'aventure il devait être appelé, je pense qu'ils ont suffisamment de recul et de maturité pour ne pas venir avec une posture un peu de revanche, dire oh, il fallait m'appeler il y a 2 ans, ils vont venir. C'est l'équipe nationale, on ne joue pas avec l'équipe nationale, c'est le drapeau. C'est 40 millions de Marocains qui pleurent quand l'équipe nationale ne gagne pas. Donc déjà l'amalgame. La mayonnaise. 40 au Maroc et plusieurs autres millions ailleurs. Et 5 millions à l'étranger, bien sûr. Plus la sympathie naturelle qu'ont beaucoup de gens vis-à-vis du Royaume du Maroc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais fort heureusement, là où vous aviez, par exemple, l'exploit de 98, puis un peu une petite traversée du désert jusqu'en 2012, là, pour le coup, là, il y a de la continuité. Alhamdoulilah, ça nous change. Un mot de la fin, c'est Aziz. Là, vous parlez de mayonnaise, mais vous vous dites Charmoula va prendre. Pourquoi? Parce que
C'est bien d'avoir rappelé De La Fuente, Scaloni, etc. On peut rappeler aussi la manière de fonctionner des Allemands, etc. C'est de toujours prendre quelqu'un du terroir, quelqu'un qui est là depuis longtemps avec les équipes nationales, quelqu'un qui a travaillé dans un contexte qui est globalisant, qui est celui de la Fédération royale marocaine de football. Oui. Parce que c'est la première. Alors la nouveauté, c'est que c'est la première fois où on a opéré un changement, alors qu'on est sur un trend haussier, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas après une catastrophe d'élimination en Coupe du Monde, comme on en a connu pendant 20 ans, etc. Parce que pendant 20 ans, on n'a pas été en Coupe du Monde. Et à chaque fois, on changeait d'entraîneur avec l'espoir de nous retrouver en Coupe du Monde. Et à chaque fois, là, le changement est intervenu à un moment où nous sommes comme finalistes de la CAN, où nous sommes demi-finalistes de la Coupe du Monde, etc. etc. Donc, c'est très positif. Et une institution, d'ailleurs c'est le cas de la nôtre aujourd'hui, ne peut construire et se construire elle-même et avoir un ascendant sur l'ensemble du système et pouvoir le diriger que si elle fait justement dans cette continuité. Parce que c'est comme ça qu'elle donne confiance au système. Si elle avait amené un étranger, ça aurait été une catastrophe. Ça veut dire que la fédération aurait dit, bon, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas bon. Oui. Et on va recommencer. Oui. Alors que là, on confirme que nous sommes sur la bonne voie, même si on n'a pas les mêmes résultats que ce qu'on avait aujourd'hui, mais au moins s'inscrire dans cette continuité, parce que toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est celles qui ont réussi à construire une école de football, c'est-à-dire avec un continuum. L'Argentine n'est pas venue gagner la Coupe du Monde juste comme ça par hasard. Aucune équipe ne gagne par accident une Coupe du Monde. On gagne une Coupe du Monde quand on s'inscrit dans une continuité et avec le calme qu'il faut, avec la sérénité qu'il faut, avec le courage qu'il faut aussi, parce que nommer un entraîneur national, c'est aussi prendre son courage et dire voilà, c'est l'homme qu'il faut pour la période qu'il faut. Exactement. Et puis la période aussi, il faut le rappeler, c'est celle de la Coupe du Monde qui va se tenir dans les mois à venir. Et donc, très bientôt, ça va arriver. Très grands. Je crois qu'on n'a jamais été aussi ambitieux pour une Coupe du Monde que celle-ci de 2026. En tout cas, je voudrais réitérer mes remerciements. Et Wahbi à la tête de ceux qui gagnent les Coupes du Monde. Inch'Allah. Et elle va rester justement en Amérique, enfin dans les Amériques, parce que du Chili, peut-être, Inch'Allah, ça va être. C'est le pays voisin. Celle, exact, au Mexique, États-Unis, Canada. Merci encore une fois, c'est Aziz, d'avoir été avec nous. Merci Hicham. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci à vous aussi, Saïd Labadi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci Amine Amor. Merci à vous, merci. C'est la fin donc de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne suite des programmes et surtout excellente soirée.